mes amis, vous nous retrouvez dans le cours de français qui s'intitule « La grammaire expliquée ». Et cette grammaire expliquée, au tableau, leçon après leçon, vous permet de partir du début du primaire à aller jusqu'à la fin du secondaire. Et je le répète, elle s'adresse aussi bien à des gens qui sont des individus ayant quitté l'école depuis bon nombre d'années et qui veulent se retremper dans la compréhension de leur langue française et ramener à fleur d'eau les explications qu'on a déjà entendues ou peut-être les leçons qu'on a déjà apprises sans trop les avoir comprises. C'est un petit peu le problème qu'on retrouve de temps en temps. Et si c'est possible, n'oublions pas, comprenons bien avant d'apprendre et d'appliquer. La compréhension est de mise et votre 21e leçon, vous avez déjà dépassé la moitié de votre cours. Tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant, imaginez qu'il vous en reste encore 19 leçons. 20 leçons, là, encore, et on est de l'autre côté de la clôture, là. On s'en va vers la fin. Et je vous invite à être fidèles, puisque durant toutes ces leçons-là, nous aurons des explications qui nous permettront, dans un retour, un rappel des notions majeures, des notions importantes, que peut-être vous avez omises involontairement, que vous avez oubliées, ou encore des leçons que vous n'avez pas pu prendre ou recueillir, ou auxquelles vous n'avez pas pu assister. Alors, soyons-y tout à fait prêts. Nous commençons, puisque nous avons terminé une bonne série de participes passés. Alors, la grammaire expliquée que vous voyez à votre écran, allez à la librairie de votre choix, vous la procurez, ainsi que le cahier d'exercice par les éditions Beauchemin. D'accord. Et le participe passé, maintenant, nous y allons avec ce que nous appellerons le participe passé précédé de 1, au bas de la page. Ici même, à la page 90. Au bas de la page 90, vous voyez le participe passé précédé de 1. Si vous me permettez, juste ici, un instant, on va revenir, parce que j'ai quelque chose de très précieux à vous préciser. Vous avez de temps en temps des grammairiens qui apportent leurs informations au sujet des règles grammaticales. Je verrai à l'occasion la grammaire de Grévis. Je verrai à l'occasion les difficultés du Larousse par Thomas. Je verrai des dictionnaires. Je verrai d'autres grammaires. Très souvent, nous verrons également dans ces grammaires-là des incompréhensions ou des oppositions chez ces grammairiens-là. Et moi, quand je vous dis que la grammaire expliquée maintenant va venir vous apporter une information précise, une clarté au sujet des règles grammaticales, si les grammairiens ne s'entendent pas sur certaines règles, bien, comment voulez-vous qu'on en vienne à une entente et qu'on soit capable d'écrire sans avoir à s'inquiéter? Moi, je vais vous dire tout de suite que l'explication que je vais donner maintenant et où nous revenons à ce tableau présentement sur le participe passé précédé de 1. Si on peut même le grossir un petit peu, si on peut le grossir juste pour le bas, pas possible? Alors, on va essayer de lire attentivement. En règle générale, regardez ce que je dis. Les grammairiens, en règle générale, donc il y en a qui ne sont pas d'accord. En règle générale, les grammairiens s'accordent à dire que le participe passé précédé du mot « un » est invariable parce que « un » est un pronom neutre et partitif qui signifie « de cela ». Bon, ce que je viens de vous faire lire actuellement,
C'est exactement ce que j'ai retrouvé, moi, du côté de l'Académie française. Et on n'a pas accepté l'an dernier les rectifications, nous sommes restés en ligne avec l'Académie. J'ai rencontré dans les lectures des docteurs en lettres qui nous disent que le mot « un » placé devant un participe passé, ce participe passé-là accepte l'invariabilité. Invariabilité, ça veut dire il va rester invariable, le participe passé, à moins que le complément d'objet direct soit bien précisé à l'avant, avec peut-être le mot « que ». Alors, ce que je vous dis, n'allez pas prendre panique, mais lorsqu'on parle maintenant de participe passé précédé de « un », on rencontrera à l'occasion des professeurs ou des grammairiens qui vont dire qu'à l'occasion, on va l'accorder. Alors, s'il y a un adverbe de quantité placé devant le mot « un », le participe passé reste invariable. Nous allons aller au tableau et nous allons appliquer cette théorie-là directement. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est qui se produit lorsque les grammairiens ne s'entendent pas. Eux ne s'entendent pas, puis on va vouloir que les élèves soient capables d'écrire correctement. Oh là, moi je ne suis pas d'accord. Et c'est pour ça que dans la grammaire que j'ai présentée, je dis ceci, et tout simplement l'invariabilité. Alors le participe passé précédé du mot « un ». Le mot « un » est placé devant le participe passé. Le participe passé invariable. Invariable. Et il sera invariable dans la majeure partie des cas parce que, comme on l'a dit, il signifie quoi? Il signifie article partitif qui veut dire de cela, une partie de cela. Alors on va avoir des exemples comme ceci. On va avoir des fraises, virgule, j'en ai cueilli. Qu'est-ce que je vais faire avec le participe passé cueilli maintenant? L'invariabilité entre en ligne de compte quand le participe passé est précédé de « un ». Alors, il est invariable, j'en ai cueilli, ça veut dire j'ai cueilli de cela une partie des fraises. C'est ça que ça veut dire. De cela qui est un pronom, de cela qui est un pronom neutre. Et neutre, ça veut dire qu'il n'a pas de genre masculin ou féminin, singulier ou pluriel. Ça veut dire de cela. Cela peut vouloir dire n'importe quoi, Alors, on s'en vient avec le participe passé précédé de « un », invariable. Dans l'autre exemple, ici, l'autre exemple qui va venir, je m'en vais l'écrire à côté ici, s'il y a un adverbe de quantité placé devant le mot « un », le participe passé que je dis reste invariable parce que je me base sur l'Académie française et je me base également sur les deux docteurs en lettres. Et je me dis, j'aime mieux suivre l'opinion des deux docteurs en lettres et l'Académie française que d'aller à certains grammairiens qui tolèrent ci et qui tolèrent ça. Exemple, des pommiers. On va venir à celui-ci maintenant. Des pommiers. Et je prends exactement l'exemple que je vous donne ici, expédier. Des pommiers expédiés, combien en avez-vous planté? Point d'interrogation. Des pommiers expédiés, combien en avez-vous planté? Vous voyez ici, il y a un adverbe de quantité. Combien, ça c'est un adverbe de quantité qui indique une quantité, un nombre. Alors, je sais que le sens, la logique pourrait nous permettre de dire ceci. Vous avez planté combien de pommiers? Combien en avez-vous planté parmi les pommiers qui ont été expédiés, là? Parmi de un qui veut dire planté parmi ces pommiers-là.
Alors, combien en avez-vous planté? Vous avez un participe passé précédé de « un » qui a devant lui un adverbe de quantité. La règle générale, invariabilité d'une façon générale. Alors, on nous dit, on peut le laisser invariable. Alors, vous avez le mot planté et accent aigu. L'Académie française et les docteurs en lettres me donnent raison. Je dis, ne compliquons pas la vie sur les participes passés précédés de « un » parce qu'à tout bout de champ, constamment, on se retrouve, est-ce que ça rentre dans cette petite règle-là, cette autre petite règle? Est-ce que je l'accorde, est-ce que je ne l'accorde pas? L'invariabilité pour le mot « un ». Et, en général, les grammairiens sont d'accord. Certains grammairiens vont vous faire mettre un « S ». Alors, vous pouvez toujours dire le participe passé précédé de « un » invariable, à moins que le complément direct soit bel et bien placé devant. Et je m'en vais vous donner un exemple ici, très convaincant. Et cet exemple-ci va être « cette maison ». Cette maison est plus jolie que la description qu'on m'en avait donnée. Et je vais la marquer tout de suite, la réponse. Vous regardez, vous avez un participe passé précédé de « un ». Normalement, c'est invariable. Le participe passé précédé de « un », normalement, il est invariable. Mais dans le cas présent, vous regardez le mot « que » qui est ici. Vous regardez le mot « que ». Qu'est-ce que c'est que le mot « que » Est-ce qu'il a un antécédent ici? Oui, il a un nom qui précède. Donc, c'est un pronom relatif. Si c'est un pronom relatif, le « que » qui remplace le mot « description », qu'est-ce que c'est qu'on a fait en réalité? On m'a donné quoi? Si vous posez la question ici, on m'a donné quoi? Bien, on m'a donné quoi? On m'a donné que, pronom relatif, mis pour la description. On m'a donné quoi? La description. Voyez-vous, on m'a donné quoi? On m'avait donné quoi? Que, mais pour la description. Mais la description de quoi? Quelle description? La description de « un ». On m'en avait donné. Que veut dire le « un »? On m'avait donné la description de « un », mais pour de cela qui est la maison. C'est ça. Alors ici, on va accorder le participe passé, donné, même s'il a le mot « en » devant, parce que on m'a donné quoi? « Un » Non, on ne m'a pas donné « un ». « Un », ça veut dire la maison. On ne m'a pas donné la maison, on m'a donné la description de la maison. Et c'est ça le sens de la phrase. Alors vous voyez, dans la compréhension de notre texte, si le mot « un » est placé devant un participe passé, s'il est placé devant le participe passé, à ce moment-là, il faut regarder. Si vous avez un complément direct qui est placé ici et qui a un antécédent, bien entendu, le « un » voudra dire la maison. Dans ce sens-là. Alors, on m'avait donné quoi? On m'avait donné que, mais pour la description. On m'avait donné la description de quoi? De « un », mais pour la maison. La description de la maison, de cela, de la maison, de « un ». Et c'est comme ça qu'on comprend le participe passé précédé de « un ». Retenons comme règle finale que le participe passé précédé de « un » invariable, à moins que nous ayons un COD qui soit bien évident et qui est placé ici. Dans les autres cas, ne l'accordez pas, tout simplement. Et vous avez éliminé la difficulté parce que, d'une façon générale, l'invariabilité du participe passé est reconnue dans la majorité des cas. Alors, si maintenant on se dit « Ah ben là, ça dépend, tu vas faire une faute si tu fais comme telle grammaire le dit. Tu ne feras pas de faute si tu fais comme telle autre grammaire. » Ben oui, mais le professeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire, lui, là?
Est-ce qu'il va donner raison quand on l'accorde, donner raison quand on ne l'accorde pas? Il va bien falloir qu'on se branche en quelque part. Et la façon de se brancher, c'est aussi bien d'aller voir l'Académie française et dire « Je respecte la décision de l'Académie française, je ne ferai pas de faux pas. » Alors, je reste avec ça. Alors, au moins, je pourrais dire « J'ai suivi la grammaire de l'Académie française qui me disait que lorsque le « en » est placé devant un participe passé, invariable, excepté si, comme dans le dernier cas, le « en » ce n'est pas le complément direct. On dit la description de quoi? J'ai donné quoi? La description de « en », mais pour la maison, comme on vient de le dire. Alors, c'est un petit peu tout ça. On va dire, par exemple, des pommiers expédiés. En avez-vous planté? Des conseils. Plus ils en ont eu. Voyez-vous? Plus ils en ont eu. On pourrait dire, plus ils ont eu de conseils. Parce que plus ils en ont eu, le plus est un adverbe de quantité. Alors, plus ils en ont eu, ils en ont eu. Et on va marquer U, E-U. Automatiquement, on va dire, ils en ont eu de cela. De quoi? Des conseils. De cela. De ces choses-là. Moins ils en ont mangé. Ils en ont profité. Pas ils en ont mangé, mais moins ils en ont profité. Ils ont profité de quoi? Là, naturellement, vous allez avoir un complément d'objet indirect. Alors, vous êtes sûr que ça ne s'accordera pas pour « ils en ont profité ». Parce que « profiter », on va avoir un complément d'objet indirect. On profite de quelque chose. Alors ici, c'est sûr que le mot « profiter » ne s'accordera pas. Mais le participe passé, plus ils en ont eu, certaines grammaires vont nous donner plus ils en ont eu, EUS. Mais vous pouvez toujours dire la grammaire générale, l'Académie française, même la grammaire expliquée et les grammairiens, des propriétaires d'autres grammaires ou des auteurs d'autres grammaires disent bien qu'on a l'invariabilité dans ce cas-là. Alors entendons-nous dans une grande simplicité et ce sera la meilleure façon de solutionner ce petit problème. Et voilà. Nous arrivons maintenant à un autre participe passé, parce que là, vous remarquez qu'on est dans la catégorie des participes passés. Et la catégorie des participes passés, eh bien, il y en a encore une autre, et c'est le mot L'. Un participe passé précédé du pronom personnel L', et puis le participe passé qui suit. Alors, quand on a le pronom L', participe passé précédé du pronom L', invariable, si ce pronom signifie cela, cette chose-là, neutre. Neutre. Et on va dire, la maladie, je vais le donner bien écrit parce que ça vaut la peine de le comprendre. La maladie, au cas où quelqu'un n'aurait pas la grammaire, on va le voir au moins sur le tableau, est plus sérieuse que nous l'avions imaginé. Est plus sérieuse que nous l'avions imaginé. Qu'est-ce que c'est qu'on a dans ça? Est-ce que le mot « imaginer » va s'accorder? La maladie est plus sérieuse que nous l'avions imaginé. L'. Et qu'est-ce qu'on a dans ce temps-là? On a « nous avons imaginé quoi ?» Posons la question. Qu'est-ce que c'est qu'on a imaginé? On dit qu'on l'a imaginé. On a imaginé quoi? On a imaginé la maladie qui était sérieuse, le sérieux de la maladie. C'est ça que ça veut dire. On n'a pas imaginé la maladie, on a imaginé cela. Quoi cela? Le fait que la maladie était sérieuse. Le sérieux de la maladie, là, nous l'avions imaginé. On avait imaginé ça. Moi, je pensais, c'est ça que je pensais. Je pensais bien que c'était bien sérieux l'affaire. Donc, le mot L' ne remplace pas le mot maladie dans le cas présent. Pas du tout. Il ne remplace pas le mot maladie. Il remplace le mot sérieuse. C'est ça. C'est dans ce sens-là. Nous l'avions imaginé. On avait imaginé ça, nous autres aussi, que c'était sérieux. C'est ça.
c'est que cela était sérieux. Alors le L apostrophe veut dire cela. Le sérieux, là, qu'elle était sérieuse, bien c'est bien ça, elle était sérieuse. Donc ça ne remplace pas un nom, mais bien un pronom, le pronom neutre, cela, et c'est pour ça qu'il est invariable à ce moment-là. Mais ça ne serait pas la même chose si on disait, par exemple, ceci, la jeune fille a souri quand je l'ai regardé. Je vais mettre un E tout de suite. Et je vais mettre un E tout de suite. Pourquoi? Quand je l'ai... Ah, j'ai un L apostrophe ici, tiens. Un L apostrophe, le, la, le ou la, devant un participe passé. Mais qu'est-ce que c'est que ça signifie, L apostrophe ici? Est-ce que ça veut dire cela? J'ai regardé ça? Ben non, je n'ai pas regardé cela. J'ai regardé qui? J'ai regardé, je l'ai regardé. C'est qui ça, L apostrophe? C'est la jeune fille du féminin singulier. Donc, L apostrophe est féminin singulier. Donc, le participe passé est féminin singulier. C'est tout simplement comme ça. Alors, on a dans le cas présent, ici, participe passé qui s'accorde avec L apostrophe, parce qu'il remplace le nom fille, tandis qu'ici, le L apostrophe ne remplace pas la maladie, mais bien le sérieux de la maladie. Hein? Ça, c'est du bagage, hein? Ça, c'est du bagage. Ça, c'est de l'explication, ça. Et il faut y aller avec ordre, avec méthode. Et on y va de façon précise. Vous avez remarqué, quand c'est clair comme ça, il me semble que vous avez ça tout de suite à l'esprit et ça devient mémoire visuelle. Alors, merci. Quand on me dit, moi, Marcel, remets-nous donc ça en forme de tabloïd. Vous savez, les tabloïds, vous savez ce que c'est qu'un tabloïd? Non? Oui? Non? Vous ne savez pas ce que c'est? Quand vous regardez un journal, et puis vous avez un journal de cette grandeur-là et de cette longueur-là, et vous le tournez page par page comme ça. Je ne nommerai pas les journaux, vous les connaissez, ce sont des quotidiens un peu partout à travers la province. Alors les hebdomadaires, habituellement, sont des tabloïds. Tabloïd qui veut dire qu'il prend à peu près cette grandeur-là. L'autre prend cette grandeur-là. Et quand on prend ça comme ça, avec la caméra, avec nos spécialistes qui sont derrière les caméras et les réalisateurs, alors on obtient quelque chose de clair. Vous pouvez dire merci à toutes ces personnes qui œuvrent actuellement dans l'ombre. Et je vous vois dans l'ombre, mes amis. On rit quand même, on sourit et on se dit, c'est bien ça. On a actuellement quelque chose de clair et de précis et on rend service à tous ceux qui nous écoutent présentement. On y va avec une autre règle importante. Une autre règle importante, la page 92. Et j'arrive avec « Oh, la fameuse règle ». Est-ce qu'on pourrait me préciser à peu près le temps qu'il me reste avant l'intermission de quelques instants? Environ, merci. Alors, je vais tenter, dans les 6 minutes qui me restent, de parler du participe passé précédé de « le peut ». Et là, c'est peut-être le participe passé précédé de « le peut », comme ceci. Et vous avez un participe passé qui suit. Ça devient un peu complexe à ce moment-là, et je m'en vais tenter de vous donner l'explication la plus simple possible. Quand on dit « le peut », ça veut dire ça, la suffisance. Ça veut dire qu'il y en a assez. On en a assez. Alors, si je dis que ça veut dire la suffisance, ça veut dire que c'est suffisant, ou la suffisance, le peu va vouloir dire aussi le manque. Et ce sont ces deux points-là, pour que vous soyez bien à l'aise, là. Et là, peut-être, secondaire, cégep, université, ces individus qui souvent vont être jugés par des règles qui reviennent à l'occasion, mais auxquelles on va les confronter. Alors, quand le peu signifie la suffisance, ça veut dire qu'il y en a assez, ça veut dire que la quantité, le peu d'effort, par exemple, et je marque ceci, le peu d'effort, si c'est parce qu'il y en a assez, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous pouvez
éliminer les mots le peu. Si c'est parce qu'il y en a assez, vous pouvez dire les efforts, automatiquement. Si c'est parce qu'il en manque le peu d'efforts, si c'est parce qu'il en manque des efforts, le peu d'efforts, bien là, à ce moment-là, vous direz quoi? Vous direz que je ne pourrai pas le supprimer. C'est à cause du manque et non pas les efforts qu'on aura réalisés, quelque chose. Alors, on va y aller avec l'exemple le plus convaincant et ça va être la façon la plus simple de comprendre notre règle. Allons-y dans cette partie-ci. Le peu d'efforts, et je prends cet exemple-là, le peu d'efforts qu'il a fourni. Bon, on va s'arrêter ici, puis on va voir qu'est-ce que c'est qu'on va dire après. Lui a ou lui ont suffit pour réussir. Point. Alors, ça veut dire, là, c'est très important de comprendre le sens de cette phrase-là. Le peu d'efforts qu'il a fourni, lui a ou lui ont suffi pour réussir. Comment procéder pour comprendre ce genre de phrase lorsque nous nous retrouvons devant cette difficulté-là? Lorsque nous nous retrouvons là, nous avons dit que si c'est parce qu'il en manque, c'est que le peu, on en a suffisamment plutôt, on peut enlever le peu. Mais si on en manque, c'est à cause du peu d'effort, on ne pourra pas l'enlever. C'est lui qui sera le sujet. Alors, j'arrive ici et je dis, le peu d'effort qu'il a fourni, jusqu'à date, je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné. Est-ce que c'est parce qu'il y en avait assez ou il y en a manqué? Allons voir la suite. C'est la suite qui va me le donner. Lui a ou lui ont suffi pour A, lui ont suffi pour réussir. Donc, c'est qu'il y avait suffisamment d'efforts. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je peux dire? Je peux enlever le peu d'efforts parce qu'il y en a eu suffisamment. La preuve, c'est qu'il a réussi. Ça lui a suffi pour réussir. Donc, les efforts qu'il a fournis, NIS, lui ont suffi, et ce sera ont suffi pour réussir. Et c'est comme ça que vous comprenez votre règle, parce que vous pouvez même enlever le peu, il y en a eu suffisamment. Tandis que si ça avait été le contraire, si c'est parce qu'il en avait manqué, qu'est-ce qu'on aurait dit? Le peu d'efforts, on termine avec cette phrase-là, qu'il a fait. Est-ce que je vais mettre un S ou je ne le sais pas? L'ont ou l'a fait échouer. Point. Le peu d'effort qu'il a fait, l'a fait échouer ou l'ont fait échouer. Il, ça c'est l'individu, c'est l'étudiant. Il a fait quoi? Il a fait quoi? Il a fait mais pourquoi? Est-ce que ça signifie le manque ou ce sont les efforts? Qu'est-ce qui est arrivé? L'a fait échouer, l'ont fait échouer. S'il a échoué, est-ce que c'est parce qu'il a fourni des efforts ou bien c'est parce qu'il en a fourni peu? Alors c'est parce qu'il y a eu un manque d'efforts. Est-ce qu'on peut enlever le peu ici? Non. Si j'enlève le peu, ça va vouloir dire ceci. Les efforts qu'il a faits l'ont fait échouer. Ça ne devrait pas être ça. Quand on fait les efforts, habituellement, on réussit. C'est bien ça. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé? Il a échoué. Est-ce que c'est parce qu'il a fait des efforts ou c'est parce qu'il a fait trop peu d'efforts? C'est parce qu'il en a fait peu. Alors, il a fait quoi? Il a fait quoi? Mais pour le peu. Le peu, le mot peu devient un nom commun, là. Le manque. Alors, il a fait un manque d'efforts et non pas des efforts. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ça l'a fait échouer. Qu'est-ce que c'est qui l'a fait échouer? Ce n'est pas les efforts qui l'ont fait échouer. C'est le peu d'efforts. Donc, si c'est le peu, on va enlever le pluriel ici et on va dire l'a fait échouer. C'est quoi ça? Le peu d'efforts l'a fait échouer.
échoué. Et c'est pour cette raison que nous nous retrouvons à la fin de cette explication-là, que vous retrouvez très, très clairement expliquée dans la page 92. À la page 92, vous avez votre information qui vous parle de le peu d'effort, etc. Page 92, si j'enlève ceci, et si je vous montre en terminant, parce qu'on pensera tout de suite après à autre chose, le participe passé précédé de le peu. Et le participe passé précédé de le peu, les explications sont là. Comment les explications? Ben oui, la grammaire expliquée donne des explications, tout simplement. On explique dans la grammaire, et c'est pour cela que ça devient facile, après surtout l'explication que je vous ai donnée au tableau, et avec les exercices que vous appliquerez par la suite, après l'avoir comprise, par exemple, votre explication. Et je vais vous simplifier un petit peu maintenant la vie en vous laissant vous reposer, en prenant peut-être un petit court instant pour parler un petit peu de l'expression quand on dit, par exemple, vous savez, de l'individu qui tient le haut du pavé. Vous savez, on dit ça des fois. Il a toujours tenu le haut du pavé, ce gars-là. Dans les affaires, il a toujours tenu le haut du pavé. Il y a une raison pourquoi on emploie l'expression le haut du pavé. D'où ça vient, cette expression-là? Je vais vous la donner dans un instant, si vous me donnez la permission. Oui, madame, hein, vous me permettez, monsieur, vous avez accepté. Mon élève invisible, là, vous me permettez juste une petite gorgée. Je vais vous dire, j'en ai pris 2. J'en ai pris 2. Merci. On tient le haut du pavé, c'est qu'autrefois, dans les villes, les mesures hygiéniques étaient pitoyables. Et avant que les égouts souterrains ne fassent leur apparition, le centre de la rue était égout à ciel ouvert. Ça, c'était ce qui se produisait autrefois. Rappelons-nous que dans les années 40, 30, dans la région de Saint-Hubert, la région de Longueuil, on se rappelle que sur les côtés de la route, c'était à ciel ouvert. Vous comprenez quoi? Et un vieil oncle me disait dans le temps, c'était une façon de rester en santé. Nous restions en santé puisque nous avions la bonne odeur des foins coupés. Et le haut du pavé, revenons à notre expression, le haut du pavé, c'est que les riches, lorsque la rue était évasée comme ça et que les déchets étaient vers le bas, quand les gens passaient, les riches, les gens haut huppés, cossus, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres? Ils restaient en haut. Ils prenaient le haut du pavé, alors que les autres devaient passer plus bas, devaient passer près des déchets, près des senteurs. Et quand on dit que quelqu'un tenait le haut du pavé, les rues étant très étroites, bien, le plus riche restait en haut, mais pendant ce temps-là, le pauvre, lui, se retrouvait au bas. Alors, le moins bien nanti se contentait du centre au sens malpropre du mot. Le centre qui n'était pas propre. Le sens malpropre du mot. Et non pas le sens propre du mot. Alors, vous comprenez, on fait un petit jeu de mots, on s'amuse à travers ça. Et le haut du pavé signifie, quand on dit que quelqu'un a toujours tenu le haut du pavé dans la réalisation de son rêve, c'est qu'il a toujours été haut huppé, bien placé, toujours réussi, etc. C'était la façon pour lui de rester sur le haut du pavé. Alors, il faisait la distinction entre l'autre qui souvent échouait et l'autre, lui, réussissait. C'était la façon de procéder. Nous arrivons maintenant avec une autre explication et nous allons toucher à l'explication. Peut-être que beaucoup de secrétaires vont trouver cela intéressant à ce moment-ci, parce qu'on va parler de la fameuse règle de si joint et de si inclus.
Et cette fameuse règle au bas de la page ici, si joint, si inclus, si annexé. Et ce sont des expressions que nous employons souvent dans la correspondance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de si joint, si inclus, si annexé? On nous dit ceci: ces participes passés sont souvent employés dans la correspondance. La règle qui préside à leur accord est très simple. Ils seront invariables, ils ne changeront pas dans les deux cas suivants. Et je donne les deux cas précis. Premièrement, quand ils commencent une phrase sans inversion. Ils sont au début de la phrase, ils commencent, ce sont les premiers mots. Exemple, 6 juin, le rapport financier du mois. 6 juin, ça veut dire 6 juin, là, ne s'accorde pas, il est adverbe à ce moment-là. Participe passé qui a un sens d'adverbe, comme invariable. Il ne s'accordera pas. Il n'est pas adverbe, mais il a un sens, une forme. Si inclut les pièces que vous m'avez demandées. Participe passé si inclus ne fera pas si incluse. Il sera invariable quand il est placé au début de la phrase. Mais par contre, quand j'arrive avec l'autre exemple, l'autre cas, et que je dis à la page 93, je dis quand ils sont placés devant un nom sans déterminant. Et je vous laisse le soin de regarder le petit exemple que vous avez au haut de votre écran. Vous trouverez ci-joint copie d'une lettre demandée dernièrement. Vous trouverez ci-joint copie. Non pas la copie, mais bien copie. Je ne vous ai pas oublié, et voilà pourquoi vous trouverez ci annexé copie des jugements. Voyez tout de suite que l'expression si joint, si inclus, si annexé, voyez, ça devient facile. 2 petits points, la grammaire vous le présente et vous élimine les tas de troubles. Les troubles où, à tout bout de champ, n'importe quand, on se dit, hey, à ce moment-là, est-ce qu'il s'accorde, est-ce qu'il ne s'accorde pas? Je vous ai résumé en 2 parties, simplement, dans 2 points, lorsqu'il est au début, un début de la phrase. Au début. Et le deuxième, lorsqu'il est placé devant un nom directement, devant le nom directement, sans déterminant, le, la, etc., les, un, une, des, etc., ce, etc. Peu importe. Alors on avait dit, vous trouverez ci joint copie. Vous trouverez ci joint copie. Voyez-vous, là? Et non pas la copie. Non, non. Vous trouverez ci joint copie. Mais vous allez peut-être me dire ceci. Si j'avais dit, au lieu de dire vous trouverez ci joint copie, si j'avais dit vous trouverez ci joint la copie que vous m'aviez demandé, la copie que dont vous m'aviez parlé ou que vous m'aviez demandé. Alors, qu'est-ce que je vais dire à ce moment-là? Regardez le mot « demander », là. Vous voyez comment l'écrire? Regardez l'auxiliaire « avoir », regardez le participe passé. Vous aviez demandé, posez la question « quoi ». Vous aviez demandé quoi? Que, mais pour la copie. Alors, le mot « copie », féminin singulier, le mot « demander », féminin. Mais ici, comment je vais écrire ci joint? Si je dis « la copie », je dis « vous trouverez ci joint la copie », vous devrez mettre un « e » ici. Vous trouverez ci jointe la copie. Mais quand je n'aurai pas de déterminant devant, ici comme ça, bien là, à ce moment-là, vous serez obligé d'enlever le « e » et dire « il est invariable ». 2 points où il est invariable, au début de la phrase, s'il n'est pas là par inversion, si ensuite il est placé devant un nom directement. Il est placé directement devant un nom invariable.
invariable à ce moment-là. S'il est placé par inversion, qu'est-ce que veut dire maintenant l'expression s'il est placé par inversion? Une inversion. Qu'est-ce que c'est qu'une inversion? Une inversion, c'est renverser la façon habituelle de dire ou de faire. On inverse, ça veut dire on prend ce qu'il y a après, on l'envoie à l'avant. Le complément, on l'envoie avant le sujet. On l'envoie avant le sujet. Habituellement, dans une phrase, nous avons quoi? Sujet, verbe, complément. Là, si j'envoie le mot « ci-joint » à l'avant, en avant du sujet, il va être par inversion. S'il est par inversion, qu'est-ce qui va arriver? Il va s'accorder d'une façon particulière. On va dire, par exemple, ci-jointe, ci-jointe, et regardez qu'est-ce que je mets après ci-jointe, virgule. Ça signifie que c'est une inversion. Quand on a une virgule comme ça, c'est une inversion. Et ci-jointe, ces lettres, me, seront, etc. Ci-jointe, les lettres que vous m'aviez demandées vous sont retournées. Alors, ci-jointe, inversion, il s'accorde à ce moment-là, tout simplement. D'accord? Comment une inversion, c'est le mot ci-joint, s'y inclut. Il y en a d'autres inversions. Quand on dit, par exemple, là-bas, virgule, sur la montagne, virgule, un pâtre gardait ses troupeaux. Là-bas, virgule, ça c'est un endroit, ça c'est une inversion, ça. Regardez la virgule qui vient ici. On va avoir l'occasion de parler de la ponctuation. Il y a toute une leçon entière qui va traiter de la ponctuation. Vous êtes présent, vous êtes toujours présent, puisque la ponctuation qui est ici, la virgule, elle sert dans une inversion. Si j'inverse le sens de la phrase ou le complément et je le place à l'avant, invariablement, à ce moment-là, l'inversion va faire que ci-jointe va s'accorder, même s'il est au début de la phrase. Voilà. Alors, on se retrouve avec 2 points. Invariable. Invariable au début s'il n'est pas par inversion. S'il n'y a pas de virgule ici, ce n'est pas une inversion. On va commencer en disant exactement l'exemple que je vous ai donné tantôt. On va dire ci-joint les travaux que vous m'avez demandé. Ci-joint, J-O-I-N-T, et non pas ci-joint, T-S. Ci-joint, virgule, ci-joint, S. Les travaux devront m'être retournés. Là, il y a une inversion. Quand il y a une inversion, il s'accorde. Quand il n'y a pas d'inversion, invariable. Et quand il est immédiatement devant le nom, invariable également. D'accord? Comme ça, on s'arrête avec cette explication, puisque la partie qui revient fréquemment dans la correspondance, c'est une explication qui rend service. Et beaucoup de secrétaires, quand je donnais des cours à des secrétaires, elles me disaient souvent, on ne sait jamais si ça s'accorde, si ça ne s'accorde pas. Il y a juste 2 cas où ça ne s'accorde pas. 2 cas, au tout début de la phrase, devant un nom, sans déterminant. Dans tous les autres cas, accordez-le, tout simplement. Excepté si c'est par inversion, là, à ce moment-là, même s'il est au début de la phrase, il s'accordera, parce que ça devrait être en arrière. Ça devrait être dit comme ceci. Ces lettres ci-jointes, et c'est ça qu'on devrait dire. Ci-jointes, ces lettres vous seront, etc., retournées. Ces lettres ci-jointes. Et quand il est après le nom, il n'est pas devant un nom, il est après. Donc, il s'accorde. Tout simplement. Alors, quand il est par inversion, il s'accorde parce que, normalement, il devrait être ici, à l'arrière du nom. Et ces lettres ci-jointes, quand on l'écrit après le nom, il s'accorde toujours. Il n'est pas dans les 2 cas où ça ne s'accorde pas, tout simplement. Voilà pour ça. Et avec cette partie, nous achevons là, notre leçon
sur nos participes passés. Et comme on achève, il va peut-être y avoir un autre élément, un autre item, et c'est peut-être un des derniers du côté des participes passés. Je vais simplement vous le signaler, et vous pourrez même, en vous en servant, à la page 93 ici au bas, vous avez exactement votre explication du participe passé lorsque nous nous retrouvons avec les mots comme attendu, etc., passé, vu les développements, nous procéderons rapidement. Voyez-vous, sur votre écran, vous lisez bien vu les développements, à cause des développements. C'est ça que ça veut dire. Dans ce temps-là, quand il débute la phrase, il est invariable. Alors, il est devant le nom, il commence la phrase, il est invariable. Vu les développements, attendu cet accident, à cause de cet accident, tout a été démoli, excepté cette grange. Tout a été démoli, excepté cette grange. Excepté n'est pas placé après le nom, il est avant le nom. Excepté quoi? Excepté cette grange. Donc, il ne s'accorde pas. C'est tout simplement comme ça. Si, par exemple, j'avais dit « Tout a été démoli, cette grange exceptée », la grange a été exceptée. Alors, le mot « excepté », participe passé, il s'accorderait s'il était placé après. Excepté cette grange, sauf cette grange. Quand il est en avant, il est invariable. Cette grange exceptée, la grange a été exceptée. Par le fait même, il va s'accorder avec le nom. Les bâtiments exceptés, excepté va s'accorder avec le mot bâtiment masculin pluriel, excepté accent aigu S. Alors, c'est une petite explication que vous aviez à la page 93 et qui peut vous être bien utile à l'occasion. Simplement, ça arrive assez rarement, ce cas-là, mais il reste important, vu les documents, vu les réunions nombreuses, etc., vu commence la phrase, invariable. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Autre et dernière explication de notre leçon, notre 21e leçon. Nous allons parler maintenant du mode infinitif. Ah, là, par exemple, nous tombons dans un domaine qui va nécessiter une attention, puisque nous avons parlé du participe passé en « et » accent aigu. Il faut bien comprendre pourquoi que le mode infinitif sera des verbes en « ER » et non pas des verbes en « et » accent aigu. Alors, si le mode infinitif est un des deux modes qui ne se conjuguent pas, c'est que le mode infinitif, c'est quoi? C'est le nom du verbe. C'est la manière de nommer le verbe. Et c'est pour ça qu'on va dire, comme nous l'avons dit tantôt, c'est la forme nominale du verbe. Et quand on dit la forme nominale du verbe, on va aller voir tout de suite au tableau comment on va pouvoir comprendre cette explication, la forme nominale du verbe. C'est-à-dire, c'est la manière de le nommer l'action qui se produit par le verbe là. Alors, l'infinitif, venons ici immédiatement, infinitif, c'est la forme nominale du verbe, les verbes en ER, en IR, en OIR et en RE. Il y a quatre groupes de verbes, 4 formes de terminaison de verbes où l'infinitif sera présenté. Verbe en ER, verbe en IR, verbe en WAR et verbe en RE. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Mais l'infinitif, ça c'est un mode. Et qu'est-ce que c'est que c'était le mode? Quand on parlait de mode, on voulait dire quoi? Vous vous souvenez, il y a quelque temps, au début de l'explication des verbes, quand j'ai parlé du mode, j'ai dit, le mode, c'est un peu comme la mode.
La mode, c'est la manière de s'habiller, de se vêtir, la manière de se peigner, la manière de marcher, la manière de travailler. Il y a un mode de vie. C'est une manière de également. Le mode infinitif, c'est un mode, c'est une manière d'exprimer l'action que le verbe exprime. Comme par exemple, vendre sa marchandise. Vendre sa marchandise. Le verbe vendre, c'est un verbe à l'infinitif. Ça veut dire cette action de faire en sorte qu'avec un client, vous avez un échange. Vous prenez cette marchandise, vous la transmettez au client, le client vous remet une somme d'argent. Alors, l'action de vendre, c'est une action, ça. Et on ne dit pas que quelqu'un l'a fait, l'action, là. Alors, il n'y a pas de sujet qui fait l'action, donc c'est un mode qui est non conjugué. Et que veut dire non conjugué? Ça veut dire qu'il n'y a pas de sujet immédiatement qui fait l'action à la première personne, la deuxième ou la troisième. C'est ça que ça veut dire. Alors, le mode infinitif, c'est le nom du verbe et il se termine en ER, IR, OIR et RE. Quand on se retrouve, mes chers amis, avec les verbes en ER, IR, OIR et RE, et qu'on dit, par exemple, « Je veux manger ». Je veux manger. J'ai le verbe qui est ici à l'infinitif. Pourquoi ne vais-je pas écrire manger et accent aigu? La simple raison, c'est que quand je dis je veux manger, est-ce que l'action de manger, est-ce qu'elle a eu lieu dans un temps passé? Mais non. Mais non. Je veux manger. J'ai le ventre creux. J'ai faim. Je veux manger. Donc, l'action de manger va se produire dans un temps futur, dans un moment après le moment présent. Alors, si le mot manger est un verbe qui exprime une action qui va se faire dans un temps futur, bien, à ce moment-là, on va avoir le nom du verbe qui est l'infinitif. Tandis que si je dis « j'ai mangé », ah, là, ce n'est plus pareil. L'action de manger, elle a eu lieu dans un temps passé, donc vous avez un participe passé et accent aigu, à ce moment-là, tout simplement. Maintenant, vous reconnaissez le verbe à l'infinitif souvent par les prépositions à, de, par, en, pour, sans. Ce sont les principales qui reviennent le plus fréquemment. Les prépositions à, de, par, en, pour, sans. L'infinitif. Quand on va dire, par exemple, j'ai réussi à manger. Alors, j'ai réussi à manger, j'ai réussi à faire cette action de manger. Je vais la marquer ici, M-A-N-G-E-R. Et je vais dire, j'ai réussi à faire l'action de manger. Si je dis, je viens de manger, je viens de faire l'action de manger. Et la préposition de m'amène un infinitif après. Si je dis, j'ai fini par manger, j'ai fini par manger. J'avais pas faim, mais avec le temps, on dit que l'appétit vient en mangeant. J'ai fini par manger, ER. Si je dis, je veux en manger, je veux en manger, ER également. Si je dis, je suis venu pour manger, je suis venu, je suis ici pour manger, ER encore. Et si maintenant, j'ai essayé tant que j'ai pu, puis je n'ai pas abouti, je veux dire, je retourne sans manger, ER. Et je retourne sans manger, ER, en allant prendre peut-être ici la petite partie qui monte ici, je fais
j'ai ici quoi? Le sans, qui veut dire la préposition. J'ai le pour qui est préposition, en qui est préposition, qui amène un complément. Alors, je veux quoi? À manger. Je suis ici pourquoi? Pour manger. Donc, ça amène un complément. Les prépositions à, de, par, en, pour, sans amènent l'infinitif tout de suite après. Tout de suite après, parce que c'est le nom du verbe, tout simplement. Et voilà. L'infinitif, l'explication sur l'infinitif, vous avez toute une page qui vous donne toutes ces explications-là, et on va même vous les montrer peut-être à l'écran quelques secondes. Et c'est à la page 94, vous allez avoir regardez, vous avez toute l'explication de votre utilisation du verbe à l'infinitif présent. Et voilà, nous avons terminé avec ça notre 21e leçon. Est-ce que je dois vous dire chapeau bas, chapeau devant vous, monsieur, madame, qui actuellement êtes en mesure de maîtriser votre français avec autant de facilité? Certainement que je dois dire chapeau. Chapeau puisque vous êtes jour après jour. Je l'ai dit au tout début. La première émission, je dis rendez-vous à la 40e et je vous garantis le succès. Je vous garantis le succès à la fin de vos études secondaires, votre cégep ou votre université. Et vous, professeurs, masculin ou féminin, profitez de ces explications, peut-être pour intensifier l'explication de la théorie grammaticale qui vous est présentée. Que vous ayez quelque grammaire que ce soit, peu importe, que ce soit la grammaire expliquée que vous pouvez obtenir à votre librairie de la région, peu importe, vous êtes en mesure. Que ce soit Grévis, que ce soit d'autres, peu importe. La seule différence qu'il y a, c'est que cette grammaire, elle explique et non pas elle énonce des règles. Je termine avec un tout petit mot. Ce qui arrive sans effort n'a jamais grande valeur. Et voilà. Bonjour.